Donc, je disais que la semaine dernière, on a fait une petite lecture d'un livre de Gilles Deleuze sur François Châtelet. Le livre s'intitulait Périclès et Verdi. C'est intéressant comme titre, Périclès, l'homme d'État de la Grèce antique, et Verdi, c'est un musicien, grand musicien, Giuseppe Verdi, italien, qui a composé un grand opéra à l'occasion de l'inauguration du canal de Suez en Égypte. Donc c'est une grande réussite de la modernité européenne et colonialiste. En Égypte, les Français, les Anglais, toute la puissance, grande puissance européenne, et donc inauguraient une réussite de l'ingénierie, moderne, dans l'endroit même où, en Égypte, où la civilisation était atteinte à son sommet dans l'histoire. Donc c'était l'origine de l'humanité civilisée, l'Égypte ancienne. Mais ce n'est pas les Égyptiens eux-mêmes qui ont construit ce canal gigantesque qui changeait toute géopolitique du monde entier, et toute la puissance était là, sauf la puissance ottomane. Parce que les Ottomans, Istanbul avait juste perdu l'Égypte entière, l'un des premiers. Peut-être d'abord, il a perdu la Grèce, et grâce à une souveraine d'origine turque, musulman, mais de la Grèce, Kavala Ali Pacha, tenait l'Égypte. Et ils ont déclaré leur indépendance. Bien sûr, entre-temps, il y a eu une grande campagne de la France. Napoléon lui-même, il a présidé à cette campagne d'Égypte, etc. Je peux répéter plein de connaissances historiques. Donc, il s'est passé quelque chose dans le Moyen-Orient, et tout un paradigme politique et culturel était changé. C'est un lieu hautement symbolique. Il ne s'agit pas d'une ingénierie de haute qualité, pas simplement. Bien sûr, l'Égypte antique aussi a fait toutes ses réussites avec l'architecture. Avant de l'architecture, disons, quotidienne, ils ont fait des architectures sacrées concernant l'au-delà. Donc, c'était l'origine même, bien que leur religion effectivement paganiste, où un roi ou pharaon était vivant, était en même temps avec des qualités divines. Donc, c'était une sorte de paganisme à l'extrême, mais ils ont initié toute métaphysique concernant l'au-delà, après la mort, donc les esprits. Et l'histoire aussi. L'histoire au sens même étroit du terme. Donc nous devons beaucoup à cette Égypte antique, et le monothéisme aussi, si on accepte la naissance du judaïsme qui a créé le christianisme, et également le judaïsme qui a créé ou continué comme l'islam, etc. Donc tout ce que nous connaissons de la civilisation, des monothéistes, en trois religions, doit aussi beaucoup de choses à cette Égypte, etc. Je peux prolonger beaucoup de choses, mais ce sont des connaissances que vous devriez posséder déjà. Donc, Verdi, grand artiste d'opéra, il faut dire deux mots sur l'opéra aussi. L'opéra n'est pas une branche d'art, mais un art complet. En allemand, il y a une expression pour dire l'art complet, l'art total, Gesamtkunstwerk. Donc, ce n'est pas une œuvre simple, c'est L' œuvre, l'œuvre, point final. Je veux dire, accomplissement de tout, toutes les œuvres.
le sommet du tout. Mais il n'y a pas un seul opéra, il y a plusieurs opéras. Donc tous les compositeurs se concurraient pour pouvoir faire l'opéra total. Donc, on ne compose plus dans notre époque des opéras, même pas des morceaux de qualité de musique, n'est-ce pas? On compose à la limite, même si vous avez beaucoup de talent comme musicien, vous, normalement, dans ce monde-ci dans lequel je parle, les musiciens composent des jingles, non pas des opéras, jingles pour les publicités. Donc, on est vraiment dans un moment véritablement déchu de l'humanité. C'est pire que la guerre. La guerre a des valeurs encore, bien qu'il n'y a plus droit de guerre comme dans l'aristocratie. Il y avait une régularité de guerre. On faisait très souvent, mais on faisait des bonnes guerres. Il n'y a plus de bonnes guerres, etc. C'est pire que la guerre. Donc, ces genres de moments sont très difficiles et dangereux, parce que si même un enseignant de philosophie dit que c'est un moment pire que la guerre, donc implicitement, cette personne qui prononce cette phrase veut la guerre. Bon, c'est pour ça que c'est dangereux. Il ne faut pas arriver là. Mais avec un jingle, quel rapport un jingle et la grande guerre totale? Eh bien, il n'y a pas de rapport. Heureusement qu'il n'y a pas de rapport. Mais il n'y aura pas d'une grande guerre, il n'y a que de petites guerres qu'on appelle viscérales. Hier, enfin la semaine dernière, on a parlé de ce mot viscéral. Châtelet pensait à une sorte de composition non systématique en ce qui concerne système de pensée qui va élucider l'histoire, notre histoire de la civilisation, et c'est une sorte de méthodologie, non plus dans le sens étroit du terme, une matérialisme dialectique. Bien sûr, c'est une immense méthodologie, mais toujours à critiquer et à développer. Donc, à la recherche de nouvelles méthodologies, il donne comme exemple la musique. C'est intéressant, c'est très inattendu, mais dans la musique, il y a à la fois composition, à la fois une non-systématisation, et il y a plusieurs courants virtuels qui se recoupent, qui se divergent. Donc, c'est comme j'entends la pensée sérielle, c'est si on va développer une pensée sérielle pour expliquer les couches lointaines de l'histoire et l'actuelle. François Châtelet insistait non pas dans la profondeur, mais dans la surface. Tout se passe dans la musique, disait, dans la surface. C'est un effet de surface. Bon, méthodologiquement, ça veut dire quelque chose, mais c'est assez allégorique et métaphorique. Mais si j'explique un peu plus philosophiquement, quelle différence entre un philosophe qui choisit les origines, les sous-bassements, le fondement, les prémices ou les actions, etc. Lui, il dit non, surface, effet de surface. Il y a une grande différence. Alors, l'effet de surface, même pas surface, l'effet de surface. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est mimétisme, c'est un jeu. Il répondrait, pourquoi pas, peut-être. Pour être plus sérieux, je dirais, en fait, c'est une approche, François Châtelet, choisit une approche non substantialiste, non essentialiste, c'est lui qui privilégie la surface au lieu des profondeurs. Gilles Deleuze aussi, exactement de cet avis, et il développe ses pensées sur ces prémices-là. Il fait son option sur la surface, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est un rejet de substantialisme, argument substantialiste et essentialiste en ce qui concerne l'essence de l'homme, l'essence de l'humanité. Il ne faut pas faire
semblant de savoir ce que c'est l'homme, ce que c'est l'humanité. La semaine dernière, peut-être, je parlais des droits de l'homme, comme en donnant des dates exactes, n'est-ce pas? Adoption par les Nations Unies en 1948, cette déclaration des droits de l'homme, etc. C'était invention du concept de l'humanité, non pas dans la philosophie, parce que dans la philosophie, c'était inventé déjà graduellement à partir de Descartes et Kant, mais dans le domaine politique, cosmopolitique. Donc, ça peut changer. Si c'est formulé d'une certaine façon dans un texte de droits de l'homme, par exemple, ou bien dans un tel texte philosophique, etc., ça peut changer. On peut toujours reformuler. Et si on savait déjà ce que c'est l'homme, ce que c'est droit inaliénable, vraiment d'un savoir scientifique, et non pas d'une manière postulat, au lieu de postulat, si nous savions, quant aussi la liberté de l'homme, s'il est libre ou non, ce n'est qu'un postulat, une exigence de la raison. Ce n'est pas une connaissance, hein. Quand il est très intelligent, c'est pour ça pour moi, enfin intelligent bien sûr qu'il est intelligent, mais il est raffiné. Son système est raffiné, différencié. Différencier, ça veut dire nuancé. Ne pas dire connaissance, mais dire que c'est un postulat, une exigence de la raison humaine. Sinon, il n'a pas de raison. Il n'a pas lieu de parler de la raison. Si on parle, alors la liberté, c'est à postuler. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas prédéterminés. Ça veut dire que nous ne sommes pas nature. Donc, aucun scientifique, aucun médecin, aucun anthropologue physiologiste ne peut répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?» C'est ça. Donc, ils disqualifient en totalité toute la science. Métaphysique, c'est ça. Repenser tout. Alors, surface, c'est une approche très récente. Ça date des années d'après-guerre, je dirais, d'après la Deuxième Guerre mondiale, mais encore une pensée assez marginale, parce que c'est une geste très caractéristique de chercher des origines, des fondements, des essences, des substances. Personne ne se contente des effets de surface. Bien au contraire, toute la philosophie classique se méfie des surfaces. Surface veut dire, dans la philosophie classique, l'apparence. Mais il ne faut pas mélanger. Quand même, si Châtelet voulait dire apparence, c'est-à-dire phénomène ou bien épiphénomène, quelque chose qui ressemble à un phénomène, à une apparition, mais ça peut être faux, etc. Tout est déjà discuté dans la philosophie, mais le mot de surface, ce n'est pas discuté. Quand on dit apparence, c'est le contraire de l'essence, bien de l'être. Donc, il faut se méfier. Il faut éviter de parler d'apparence. Ou bien, si on va parler, il faut parler correctement, comme Edmund Husserl, dans la phénoménologie de la perception. En commençant à dire que même chez Kant, parce que le mot phénomène, quand même, c'est le mot de Kant, enfin, le concept principal de Kant. Et si on va parler de l'apparence, il faut expliquer, déterminer qu'est-ce qu'il apparaît, comment on apparaît, à partir de quoi, les conditions de possibilité de toute apparence, etc. Donc, Husserl, même chez Kant, il faisait une distinction entre phénomène déjà phénoménalisé, c'est pas ces mots, et il disait simplement en allemand Erscheinung. Erscheinung, c'est l'apostrophe apparaître. L'apparaître, ce qui est en train d'apparaître, ce qui est de l'ordre de l'apparaître, n'est pas la même chose que
le phénomène. Donc déjà chez Kant, il y a une nuance, et il ne discrédite absolument pas phénomène. Bien au contraire, il réfléchit, il fonde, il invente, il soutient le concept de phénomène. Contrairement à la tradition avant lui, Descartes compris, y compris Descartes, y compris Leibniz, y compris presque tout le monde, sauf quelques philosophes antiques, Épicure par exemple. Épicure et Kant, c'est une grande thèse de doctorat, difficile comparaison. C'est pas la même chose, bien sûr, mais quand on pense dans toute l'histoire de la philosophie, qui a donné un certain privilège à l'apparence, à la surface, c'est très très peu. Donc peut-être une sorte d'école épicurienne, pourquoi pas? Parce qu'ils aimaient bien la joie, les plaisirs corporels, charnels. Ils ne discréditaient absolument pas l'école d'Épicure dans ce monde hellénistique. Donc après l'Antiquité de Grèce, il y avait plein d'écoles. Toutes les écoles philosophiques. Mais autrement, il y avait une diversité des écoles. Il n'y a pas un seul platonisme. Le platonisme est très fort, mais tout de suite après Platon, il y a eu des écoles contre Platon. Il faut voir si c'est bien contre, si c'est eux qui ont raison, ou bien c'est Platon qui a raison. Mais épicurisme, on donne assez souvent, n'est-ce pas, cet exemple. Peut-être Stoa aussi, école de Stoa aussi, et dans le monde hellénistique, était très fort comme courant de pensée. Donc, effet de surface, quand on dit surface, donc on pense, moi je pense, le grand problème de l'apparaître de l'apparaître. Comment les choses nous apparaissent et dans quelles conditions l'apparaître nous apparaît et devient un phénomène ou un événement. Et donc, rentre dans un concept déterminé de l'entendement, comme Kant voulait. Donc, être, l'apparaître, c'est autre chose tout à fait, et tomber et rentrer sous un concept et devenir phénomène, donc une connaissance, c'est tout à fait autre chose. Entre apparaître et concept comme phénomène, il devrait y avoir plein autre chose. Il faut nuancer toujours. Vous voyez, ça fait déjà une musique. Avec mes mains, j'ai fait toute une cadence. Le mouvement, j'ai donné un mouvement, j'ai donné la tonalité, et j'ai donné des petites temporalités, j'ai divisé le moment et tout, j'ai composé. C'est ça la musique philosophique. Là, à partir de cette métaphore, ils veulent, donc Châtelet, Deleuze, etc., ils veulent que nous différencions, nous trouvons des ressemblances lointaines, mais possibles. Par exemple, j'ai fait tout de suite, et spontanément, j'ai fait une ressemblance très risquée entre Épicure et Kant, qui n'a presque rien à voir. Sauf Kant a pris sérieux le monde de phénomène, et l'ancienne école d'Épicure, ils ont tous pris sérieux le plaisir de la chair, par exemple. C'est pas la même chose. Mais chez Kant, c'est absolument pas la même chose, parce que ils n'aiment pas la nature, ils n'aiment pas la corporité, bien sûr, ils détestent ce qui est charnel, ce qui est de l'ordre du plaisir. Sa morale n'a rien à voir avec le plaisir du corps. Mais chez Aristote, c'est plaisir du corps, c'est-à-dire contentement de son état, confort de la vie quotidienne, c'est très très utile. Même, non pas seulement chez Épicure, mais Aristote, dans l'éthique même d'Aristote, les plaisirs du corps
ou bien bonheur, concept du bonheur, qui est très important dans l'Antiquité, étranger à Kant. Imaginez-vous, le bonheur est étranger à Kant. C'est comme une chanson d'arabesque. Hein? Mutluluk bana yabancı. J'ai inventé maintenant cette chanson. Ça existe, il y a une chanson comme ça. Artık bana yabancı. La musique de l'art turc. C'est intraduisible, hein? Dans une autre langue, qu'est-ce que ça veut dire, musique de l'art turc? Les autres musiques, c'est pas l'art. Seulement, quand Radio-Télévision de la Turquie, cette institution, publie ou émet cette musique, ça devient musique de l'art turc. C'est une effraction contre l'histoire, une contrefaçon, un discours de haine et hypocrisie, n'est-ce pas, de cet État, de cette idéologie nationaliste des premiers kémalistes. Voilà, ils ont obscurci toute l'histoire récente et profonde, tout. Ils ont essayé de réinventer tout, mais bon, je respecte bien sûr beaucoup leur ce mouvement de libération. La semaine dernière, on a fait beaucoup de choses quand même. On a parlé de génocide arménien, etc. L'état de minorité, les missionnaires, écoles missionnaires américaines, tu étais là. Hein? Oui. Tu dis oui, alors. J'invente pas, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. On a parlé très peu donc. Ah bon, oui, off record. J'ai parlé ça en turc, oui, je me souviens. Donc, je parle de politique, même politique esthétique de l'État, était très, très bizarre. Et ils ont le plus absurde possible, c'était inventer une théorie de langue. Théorie de langue, en turc, Güneş Dil Théorisi. Est-ce que vous avez entendu parler? Mais tu n'as pas entendu. Donc, c'était Atatürk, comme dans plusieurs domaines, comme il était chef d'État sans concurrence, etc. Donc, dans tous les domaines, il essayait de faire des développements dans la géographie, dans l'agriculture et dans les langues aussi. Donc, il a fondé l'Institut de langue turque et ils ont invité plusieurs chercheurs, mais il avait déjà un système et la réponse de la question dans sa tête. Donc, il avait sa théorie. Il a invité les chercheurs, mais il n'a pas laissé à leur dire leur vérité ou faire leur travail. Il a commencé à faire écrire, apparemment, dans un journal d'Ankara, Ulus peut-être, et sous une autre, un pseudonyme, sans signer avec son nom, il a commencé à faire sa théorie de Güneş Dil Théorisi. Bien sûr, il n'était pas tout seul, il y avait toute une équipe, j'ai oublié leur nom, mais on peut chercher dans les archives. Et selon cette théorie, toutes les langues du monde, allemand, anglais, français, russe, je me demande arabe et perse, y compris ou non, et toutes les langues étaient une dérivée d'une langue racine mère originaire qui serait la langue turque. Bien sûr que dans l'époque, et depuis toujours, surtout dans la modernité, donc dans les années 20, il y avait un grand progrès dans les recherches philologiques en ce qui concerne toutes ces ressemblances, déclinaisons des mots d'une langue à une autre, et on repérait facilement les familles de langues entre danois et hollandais, anglais et allemand, entre anglais de l'Angleterre et français, et espagnol et français. C'était très facile. Apprendre une langue en sachant l'une l'autre, c'était facile, c'est toujours facile, c'est rien changé. Entre parenthèses,
quelqu'un, enfin un doctorant actuel de notre département qui a vécu beaucoup en Allemagne, donc il est très cultivé, il connaît plusieurs langues et tout. Et il disait que ne faisait pas trop attention hein, si un intellectuel européen connaît 3 langues. C'est toujours la même chose, en fait. 3 langues, c'est la même langue. Allemand, anglais, français, c'est la même langue, quoi. Pour nous, ce sont des langues différentes. Hein? C'est difficile à apprendre. Non? Quand on connaît l'un et quand on connaît grammaire de l'un, c'est la même chose. Décliner. Le mot déclinaison. Et si vous connaissez ces 3, apprendre grec antique, très très facile. Ou bien il faut commencer d'ailleurs à apprendre grec antique et latin, et puis vous apprenez tous en même temps, sans difficulté. Si vous êtes au milieu, ça veut dire, si vous êtes hollandais, c'est encore mieux. Vous êtes obligé de parler anglais, vous êtes obligé de parler allemand, parce que c'est presque la même chose. Donc si vous connaissez 3, vous devrez connaître facilement 5. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas, hein, les intellectuels occidentaux, ils ne travaillent pas comme nous. Hein. C'est nous qui travaillons. Un Turc fait un effort incroyable, et comme vous ne faites pas effort, c'est sauf vous. Nous faisons beaucoup d'efforts pour apprendre des langues, pour déchiffrer leur logique, leur grammaire, et vraiment c'est difficile et c'est pas toujours réussi. Je veux dire qu'il y a des très très mauvaises traductions en Turquie publiées. Effectivement, tout le monde en disant que oui, j'ai étudié français ou anglais, je peux traduire. Non, c'est pas évident du tout. Surtout quand il s'agit des allusions, des locution, illocution, acte illocutoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, il y a des speech acts theory qu'il faut apprendre. Voyez, Güneş dil théorie, ça pourrait être sympathique si un écrivain, un littéraire, avait inventé cette idée et qui travaille comme des fous, qui donne des œuvres. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, c'est grande littérature. James Joyce, c'est ça. James Joyce, Ulysses, c'est ça. Il a même des mots turcs. C'est très amusant à lire. Il raconte presque rien. Dans l'Ulysses, il n'a pas de sujet. Hein. Sa mère est morte, il se promène. C'est tout. Mais il y a tout. Bon, on peut dire qu'il est aliéné, il est schizophrène, son œuvre n'est pas terminée, rédaction n'est pas faite, rédacteur était très mauvaise, donc secrétaire, le dactylo n'a pas travaillé. Bon, ils ont dit ça. Je crois qu'il n'a pas trouvé une maison d'édition en Irlande, à Dublin. Il est de Dublin. Peut-être qu'il a refusé son œuvre, en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est dans quelle langue ça? Et il a publié à Paris. Peut-être qu'il n'a pas publié. Hein. Ses amis qui ont tiré le manuscrit de ses mains, parce que ça ne se finissait pas, ils ont publié ou bien ils ont fait... Bon, il faut chercher les conditions de publication de cette œuvre immense, fou, pas plus fou que Güneş dil théorie de... la langue soleil. Déjà soleil, notre Göktürk, c'est comme satellite Göktürk, c'est encore plus folie. Satellite Göktürk, ODTÜ. Vous vous souvenez d'ODTÜ? Göktürk, ODTÜ. Ah oui, la paranoïa n'a pas de limite. On assiste. Sabancı, Koç, c'est grand paranoïaque. Moi aussi peut-être, je travaille beaucoup, c'est pas normal. Sabancı surtout, il est très sympathique, j'ai une affection pour lui, il est mort, il est décédé malheureusement.
Bon, il racontait, il était sympathique, il était sincère, il disait que je travaille, je me réveille, j'y vais, après je fais ça. Et il n'était pas un homme d'État, il était comme nous, mais il avait quelque chose de bizarre quand même. Enfin, dans son langue, c'est de paysan, bien sûr, nouveau riche, bien sûr, mais il acceptait, il assumait, c'est ça qui est sympathique. Il était humain. Mais paranoïaque, pourquoi pas paranoïaque, pas péjoratif pour moi. Quelque chose qui est au-dessus du normal. N'est-ce pas? C'est pas normal d'avoir tant d'argent. C'est pas normal de s'investir dans tous les domaines. C'est pas normal d'ajouter des holding veut dire en fait hold up, hands up, hold up. C'est pas normal tout ça. Coach, c'est encore compréhensible. Hein? Ils étaient déjà riches, en fait, ils n'ont pas travaillé beaucoup. Et comme tous les Arméniens étaient exterminés ou chassés, et il y avait plein de domaines de bancaires, les shirkets, les compagnies, c'était prêt, et ils ont accaparé tous les domaines, comme il n'y avait pas de concurrence, et tous les capitaux étaient partis à l'étranger, comme maintenant, actuellement, ça va arriver presque la même chose, c'est les capitaux changent de main, comme ça. On fait quelque chose de bizarre politiquement, comme si 7 septembre, n'est-ce pas, on avait dans une nuit à Istanbul, on a fait quelques barbaries seulement pas quelque chose d'énorme, hein, peut-être il y a eu quelques accidents, en ce qui concerne perte de vie, très peu, à ma connaissance, mais ça fait terreur. Et c'était une terreur d'État, apparemment. On ne peut pas expliquer que dans une démographie à Istanbul, maximum 3 millions de personnes, peut-être que je me trompe, ça peut être 600 ou 1 million et demi, hein. Et tout le monde bien éduqué, il n'y a presque pas de pauvres, entre guillemets, il n'y a pas de... il n'y a pas, sauf qu'il y a un truc en Chypre, bien sûr, ça fait émotion dans les lycées, et en utilisant cette occasion qui se passe un bruit dire qui se circule à Istanbul comme quoi les Grecs à Thessalonique avaient bombardé la maison d'Atatürk. Peut-être que c'est vrai, c'est non. Dans la maison d'Atatürk, il n'y avait personne. Hein. Bombarder symbolique, c'est un acte symbolique. Mais peut-être que c'était mensonge, mais le bruit a cru. Donc, avec tous les bus qu'on a trouvés, on ne sait pas comment ils se sont organisés. Comment? Quelle société civile? Ça n'existe pas. Il y avait des partis politiques, bien sûr. Donc, ce n'est pas l'État lui-même, mais à travers le parti politique, sûrement, ils se sont organisés dans une nuit, ils ont descendu à Istanbul, à Istiklal, pas seulement à Istiklal, là où y habitaient les minorités chrétiennes. Moi, je suis d'origine de Kumkapı. Comme qui? Celui qui a assassiné un Arménien dernièrement, récemment, il y a 6-7 ans. Hrant Dink. Bon, je prolongeais un peu ma musique à moi, personnelle. Qu'est-ce que je disais? Même on a inventé des théories comme ça. Pseudo-scientificité. Vous voyez, à l'époque, on s'assoyait scientifique. C'est comme déductif. Ah, ça se rassemble. Oui, c'est vrai. Ah, ça rassemble. C'est pas la science, ça. Donc, on peut faire facilement des pseudo-sciences. Et dans l'histoire même de la science, par exemple, à l'intérieur de la biologie, à l'intérieur de l'économie politique, à l'intérieur des langues. Étude des langues, il y a plein de théories. Et même à l'intérieur de la philosophie, pourquoi pas
Enfin, pas trop, j'espère. Ce sont des choses marginaux, mais il y a des fausses théories, pseudosciences et falsifications idéologiques. Et parfois, bunların hiçbiri. C'est-à-dire quelque chose d'autre bizarre qui se trame au nom de la pensée sans être un idéologue, sans savoir qu'il est idéologue. Voilà tout ce qui peut arriver à une pensée sans pensée. Et c'est un concept de Martin Heidegger, impensé. Il disait, pour l'autre occasion, mais qui ressemble beaucoup à cela, et dans chaque pensée, il disait, dans chaque pensée, non, il ne parle pas de la pseudoscience, il ne parle pas de propagande, il ne parle pas de l'idéologie, il parle de la pensée. C'est-à-dire pensée, école philosophique de pensée. Donc, il disait que dans chaque pensée, il y a une part d'impensé. Il aime penser. Il aime penser. Ce qui veut dire ce qui n'est pas encore pensé. Ce qui reste à penser. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose d'une falsification volontaire de l'ordre de propagande ou idéologie systématique. C'est bizarre. Nous parlions Verdi, l'ouverture du canal de Suez. Et oui, continuons par là, parce que entre-temps, j'ai parlé d'une théorie idéologique de langue mer ou langue soleil, mais dans le domaine de la musique aussi, j'ai parlé Türk Sanat Müziği comme institué idéologiquement et formalisé et reste une conception de musique restreinte. Alors que nous avons une tradition de musique très, très étalée, très profonde ou très étendue. Il faut toujours respecter aussi le travail qu'ils ont fait, le travail minutieux, y compris le travail des institutions radio et télévision de la Turquie, TRT. Ils ont recueilli les chansons locales en Anatolie, etc. Sans leurs archives, aujourd'hui, nous serions encore dans un état beaucoup plus pire. Nous sommes déjà complètement prolétarisés. C'est mon expression, ce n'est pas une expression marxiste. J'utilise comme métaphore. Et sans origine, sans horizon, même sans surface. Peut-être, il n'y a qu'une surface, peut-être. Nous sommes dans un éternel orient qui s'oriente, qui fait oriental, qui fait danse de oriental. Bailey dance. En français, ça n'existe pas, je crois. Bailey. Tu sais anglais? Bailey, qu'est-ce que ça veut dire? Belly, c'est ça? Ah, öyle mi? Ok. Bell, jingle bell, c'est autre chose? Bon, soyons sérieux, allons pas en pas. Verdi, grand opéra de Verdi, s'intitulait Aïda. Et je disais la semaine dernière que j'ai eu l'occasion de écouter et voir cette réalisation à Istanbul dans le centre culturel d'Atatürk à Taksim. Donc c'est un grand service de l'État avec les billets très très bon marché. On voyait des grandes œuvres. Pas beaucoup, c'est pas ici, c'est pas Paris ici. Mais c'est déjà bien et avec beaucoup d'efforts.
C'est-à-dire il y a plein de fonctionnaires, artistes qui touchaient un salaire, qui travaillaient assidieusement. L'opéra, nous n'avons pas une tradition d'opéra. Mais on peut appeler les opéras de l'étranger et on peut louer. Aujourd'hui, on fait inviter une personne, grand rock star. C'est presque le même argent. Inviter une grande troupe d'opéra et une seule grande superstar, à mon avis, c'est le même prix. Ce n'est pas l'État qui invite, n'est-ce pas? Rockstar, c'est vous. Enfin, il y a des organisateurs et vous payez et eux, ils organisent. Voilà, tout est changé. Ce n'est pas seulement notre pays, on peut parler des histoires politiques, culturelles des différents pays, etc. Bon, c'est un sujet important parce que l'art a besoin des moyens, des médiations, des lieux, des espaces pour se manifester, pour se réaliser. Et cet espace public est très important. Maintenant, heureusement qu'il y a des systèmes de web, World Wide System, donc on n'a pas complètement prolétarisé. Nous sommes autres maintenant. Nous n'avons pas beaucoup besoin de l'État, c'est-à-dire de son soutien artistique, soutien financier, etc. Il faut penser cet médium-là, les étendues, et ce qu'ils apportent, ce qu'ils nous amènent, etc. Donc, l'appareil est changé. Le concept, le contenu du phénomène et de l'événement et de l'événementialité aussi est changé, sans rendre compte tous ces changements. Donc, sans écouter cette nouvelle musique, on ne peut pas raisonner sur la morale non plus. On peut parler, bien sûr, avec Kant des principes généraux, d'où il faut fonder la morale. C'est clair qu'il ne faut pas, pour Kant, fonder sur la recherche du bonheur personnel. Pour lui, voilà la page Métaphysique de Meurs, page 90. Il parle du bonheur. Viser le bonheur dans nos actions. Est-ce suffisant pour être moral? Non, parce que selon Kant, le bonheur, chacun s'incline, s'oriente vers le bonheur, d'abord vers son bonheur personnel, et si c'est possible, pour le bien de la communauté, on peut s'orienter non pas pour son propre bien, mais pour le bien commun, comme les sociologues ou les philosophes politiques sont d'accord sur ce concept de bien, le bien commun. Mais en ce qui concerne moi, ou en ce qui concerne ontologie ou métaphysique, et le bien commun, définition de bien commun aussi est problématique. D'ailleurs, nos premiers cours sont commencés par les critiques de Meurs, leur relativité. Comment on va s'entendre sur ce qui est commun comme bien, comme concept de bien, qui va nous amener, non pas moi et toi, c'est-à-dire nous tous les deux, ma femme et moi, non, mais tout le monde, toute communauté. Ça, nous n'avons pas un concept. On a discuté longuement. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire un suffrage universel? Est-ce qu'on va attendre retour de enquête? Comment on va trouver? C'est le domaine politique, apparemment, qu'il faut décider. Ce n'est pas les juristes, par exemple, nous apprendre le but de l'humanité. Ils peuvent, dès que nous posons des questions, c'est-à-dire nous portons un événement, un phénomène,
un litige devant la justice, devant les tribunaux, les juges, ils répondent selon certaines lois déjà préétablies, écrites. Donc, dernier mot en ce qui concerne le bien, le juste. Ce n'est pas dans la justice non plus. Justice, c'est un besoin, c'est un mécanisme de justice, mécanisme de loi. Il faut que ça marche, ça fonctionne. On révise, on contrôle, on vérifie. On a parlé peut-être avec vous sur le concept du témoin, preuve, indice, décision, jugement. Bon, tout ça, c'est encore relatif, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais ce n'est pas une nécessité apodictique. Une forme juridique est nécessaire, mais le contenu se remplit différemment dans chaque pays, dans chaque époque, etc. Donc, ce n'est pas une vérité, un bien commun. Oui, on peut classer, bien sûr, pour être réaliste. Il faut classer la justice, l'état de justice, hukuk devleti, entre les biens communs qu'il faut garder, bien sûr. Mais c'est pour ça que les philosophes, fils de la politique, les philosophes de politique, ils trouvent très important ces concepts-là. Mais métaphysiquement, c'est-à-dire pour une recherche encore plus fondamentale, si on arrive à se progresser dans ce domaine-là, et Kant est arrivé à ce domaine, et donc il n'est pas contractualiste, Kant. Quand on simplifie le problème, quand on dit il faut s'entendre sur le bien commun, donc il faut garder les biens communs, dont l'état de justice, et un bon fonctionnement de division de pouvoir de droit, pouvoir, pour parler comme Montesquieu, n'est-ce pas, pouvoir de gouvernementalité. Gouvernance, c'est autre chose que pouvoir de droit. Et la surveillance, c'est-à-dire la police, les gardiens de la cité, c'est pas la même chose que le droit. La police, ce n'est qu'une application, ce n'est qu'un instrument. Ce n'est pas le droit, ce n'est pas la justice, police. Quand on mélange les deux, c'est fini. C'est devenu, ce n'est pas l'état de justice, mais l'état de police. Police devleti. Gardien de la cité a une responsabilité limitée sur ce qui est bien commun. Même dans le bien commun, il y a des théories, chez Montesquieu, c'est le plus accepté. Quand il y a des mélanges de pouvoirs, et ça devient tyrannie, totalitarisme, ou un état de répression. Mais ce n'est pas un domaine métaphysique. Ce sont des domaines de régularisation du monde des phénomènes et des applications dans le monde des phénomènes, dans le monde des événementialités. Et ce n'est pas a priori, rien d'a priori là, à mon avis. Alors, qu'est-ce que vous cherchez, diriez-vous à moi? N'est-ce pas? Si nous avons un état de justice, alors métaphysique n'est pas nécessaire. Hein. Nous avons un état de justice. Même en France, n'est-ce pas, rien n'est garanti. Il y a maintenant, enfin moi, j'ai vécu pendant 10 ans à Paris, j'ai vu seulement des soldats dans les jours de week-end, n'est-ce pas, dans les gares seulement. Enfin, même j'ai vu très très peu en uniforme. C'était toujours en civil, etc. Donc, ils partaient, ils venaient, ils voyageaient ensemble. Comme ils n'avaient pas de cheveux, c'était les cheveux courts. Donc, mais ici, il y a une présence massive, apparemment, à Paris et dans les grandes métropoles, dans les gares, partout.
Dans les grands pays civilisés, maintenant, il y a une force policière, même militaire, visible, effective, et en plus, il y a des conflits entre les responsabilités de police et la militaire. C'est inimaginable. Dans un pays où on parle de division de pouvoir, de justice, de démocratie, etc. Mais c'est arrivé à cause de terreur, ou bien à l'occasion de terreur, qui sait que les terroristes ne sont pas organisés, c'est-à-dire n'ont pas utilisé justement pour arriver à là, pour faire accepter à ceux qui votent, c'est-à-dire au peuple, une nécessité de répression pour rationaliser, pour justifier un État répressif, peut-être qu'il y a eu, ou bien qu'ils ont utilisé les puissances terroristes. N'est-ce pas? C'est une hypothèse très très forte. Si on s'il s'avère que c'est vrai, c'est un grand crime de l'humanité. Autrement dit, c'est le terrorisme de l'État. Moi, je ne peux pas prouver, mais j'ai le droit de douter. Je doute, donc je suis. Et même en Turquie aussi, l'année dernière, à ce moment-là, en novembre, apparemment décembre, janvier, mars, il y a plein d'extrême violence, des événements d'extrême violence à Ankara avant les élections, donc au mois d'octobre, etc. Et tout le monde, nous sommes devenus prêts à accepter un État policier, un système totalitaire pour qu'il n'y ait pas d'incident de pareil. Mais maintenant, il faut demander qui c'est ces événements ne sont pas organisés par l'État profond. Hein. Il y a 2-3 ans, on parlait, n'est-ce pas, d'État profond, dans l'époque de Chiller, contre Chiller, etc. Donc, rien n'est élucidé en ce qui concerne l'État profond et ses organisations à l'intérieur de la police, à l'intérieur de l'Assemblée nationale et les groupes terroristes. C'est connu, mais ce n'est pas recherché, ce n'est pas conclu dans la justice. Donc on a droit de se douter de tout. Donc je ne crois pas, comme chaque philosophe, aux apparences. Moi, j'essaie d'être... Chaque philosophe, chaque sujet pensant doit essayer d'arriver à des concepts déterminés à travers les appareils, les semblants, les effets de surface. Il faut aller à travers ces indices, preuves, chacun, il faut construire un concept de ce qui s'est passé, c'est-à-dire avoir finalement une idée vraie et véridique, fidèle de l'événement. C'est valable pour chaque époque, non pas aujourd'hui. L'année dernière, avant l'année dernière, c'est toujours, j'ai raconté le même concept, mais le contexte est différent, chaque année différent. Et cette année, l'occasion se présente, j'applique à un cas et je donne des exemples. Je me jamais retiré, en fait, je ne me appliquerai pas de censure en philosophie. Même dans une Heidegger, retournons à Heidegger, à cette phrase, même dans une pensée normale, sans passion, sans intrigue, sans une mauvaise intention, Heidegger dit que dans chaque pensée, il y a une part d'impensé. Et
c'est une condition presque de notre finitude, de Dasein, de subjectivité humaine. Et comme nous sommes déjà finis, en ce qui concerne les vérités métaphysiques, les vérités destinales de l'homme, ce à quoi nous sommes destinés en tant qu'humanité. J'ai commencé par l'Égypte antique, mais il faut aller en anthropologie encore plus profondeur. Et je vais y retourner dans la deuxième séance. C'est-à-dire, malgré toutes ces difficultés méthodologiques en ce qui concerne la recherche de notre vérité, la vérité de l'humanité, pourquoi je m'appliquerai pour les raisons accidentelles et occasionnelles de la censure. J'ai pas de temps, j'ai un espoir de vie limité, et j'ai très peu de temps, et il me reste très peu de temps, vu mon âge et mon état fatigué, je ne peux pas je ne peux pas dépenser mon temps à me censurer. Je n'ai pas cette luxe. Par hasard, le Dieu existe. Si Dieu existe, je serai responsable parce que ma vie, ce n'est pas ma mère qui a donné ma vie. Ma mère n'a rien à faire dans l'affaire de mon existence. Le corps de ma mère est utilisé par une raison biologique ou spirituelle. Je ne peux pas. Je ne peux pas savoir. Etc. Ce sont des exemples que vous allez développer sur vous, sur votre existence. Moi, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de peur. Bien sûr que je peux avoir peur, mais le peur existe seulement momentanément. On ne peut pas vivre avec la peur. Hein. Si vous faites tac, moi j'ai peur, et puis je regarde et je dis que oui, ça va, ok. La peur n'est pas important. C'est angoisse, angst, qui est grande terroriste. Terreur veut dire peur. Angst, c'est un état de Dasein. C'est Heidegger. Hein? Enfin, il a Kierkegaard aussi, avec son grand livre sur l'angoisse, concept d'angoisse en philosophie. C'est d'abord Søren Kierkegaard. Donc, il faut dire c'est un puritain hollandais. Et puis Heidegger, chez Heidegger. Et puis chez Kant, dans la morale, il y a le concept de peur, ou plutôt crainte. C'est presque la même chose. Et Kant nous dit clairement, je peux donner le numéro de page, mais vous allez trouver vous-même dans une note, grande note en bas de page, Kant compare le concept de respect, condition sine qua non de toute loi morale. On ne peut pas respecter une chose, ça c'est clair. On respecte les humains, mais je résume, mais quand on regarde de près, finalement, on ne respecte pas la personne au fond. On respecte en sa personne l'humanité dont il est exemple. Ça, c'est très nuancé, très raffiné. Il faut apprendre par cœur. Et puis, essayer de... c'est comme le texte sacré. Apprendre par cœur, comme le Coran, sans comprendre ce que veut dire, et essayer après, le lendemain, et travailler, retourner, et essayer de comprendre ce que veut dire. On ne peut pas respecter les choses. L'objet de respect, ce n'est pas la chose. Quand je suis invité chez toi, et je m'installe dans le salon, et
bon, tu t'absentes pour aller à la cuisine, je casse ton petite porcelaine de Chine, et tu viens, tu cries, qu'est-ce que tu as fait? Et c'était trop cher, très précieux. Et je dis, je m'excuse, excusez-moi, c'était un accident. Bon, je n'ai pas fait par exprès. On fait tout un état avec la chose, n'est-ce pas? Et quand on fait du mal à une personne, en français, comment on dit, comme je n'ai jamais fait, je ne sais pas en français. Donc, quand on fait une action moralement discutable à une personne, on s'excuse. Donc, le concept de pardon aussi est très, très lié à tout ça, mais restons pour l'instant dans le respect. Respect, bien sûr, l'objet propre de le respect, c'est la personne, mais pas là. On respecte une personne déterminée. Et c'est parce que nous avons un respect général, avoir un respect pour une personne déterminée, il faut avoir un respect, en général, acquis un respect, sentiment de respect. Et je dis, enfin, Kant ne dit pas que c'est une vertu. C'est pas un courage, c'est pas... Le respect, c'est un sentiment. Il accepte qu'il s'agit d'un sentiment. Un philosophe qui ne fonde pas son système de morale sur les sentiments, il donne une importance majeure au concept de respect, bien qu'il sait et il accepte qu'il s'agit d'un sentiment, mais il ajoute tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un sentiment parmi les sentiments. Ce n'est pas un n'importe quel sentiment. L'objet, normalement, sensation et sentiment, c'est lié à des choses, un rapport de choses à la chose, un rapport d'absorption ou rejet. Ou bien j'aime, j'absorbe, je mange, je goûte, j'assimile, ou bien je rejette, et je trouve de mauvais goût, je cours, je pars, je déteste. Vous voyez, ce sont des sentiments. Ou bien j'aime, ou bien je hais. Ou bien, voilà. L'amour pathologique vient de là. Est-ce que je vous avais parlé chez Kant de l'amour pathologique? L'amour pathologique, c'est ça. Aimer quelqu'un passionnellement, c'est un amour pathologique. C'est triste chez Kant, mais il y a un amour moral qui dépasse cela. Chez Hegel aussi, rarement ils sont d'accord, mais Hegel aussi dans la philosophie du droit, dans les doctrines de la vertu, donc il divise les stades, famille, société civile, l'État. Donc, éthique ou état de droit commence par la famille. C'est-à-dire entre un homme et une femme, dans les rapports amoureux, dans l'étreinte amoureuse. Tout commence avec l'amour. On oublie trop. Tout système de signes institués, le bien commun, communauté, politique, espace public, être ensemble, la paix, tout commence avec l'amour et on oublie toujours. C'est bizarre. De temps en temps, il faut se réveiller. Ça fait du bien. Se réveiller, c'est la vérité. On oublie. Voilà une pensée
un pensée qui est dans la pensée, qui se révèle pendant la pensée. Ce matin, oui, je me réveille très tôt, dans mon bibliothèque à la maison, j'ai cherché en toute hâte un livre de Roland Barthes qui s'appelle Fragment d'un discours amoureux. Alors, faites attention, quand je cherche quelque chose concernant ce livre, enfin, effectivement, j'ai lu depuis très longtemps, mais je ne lis plus, je ne suis pas amoureux depuis très longtemps. Donc, ça veut dire que chaque fois que je deviens amoureux, donc je cherche ce livre, je revois, donc c'est un signal bizarre. Il faut faire attention. Donc, dans ce livre-là, ce matin, dans la pénombre, je suis tombé sur une page, je cherchais une image, je suis tombé sur une page qui disait que, enfin, qui me contredisait en fait, qui disait que, bon, c'est une habitude très occidentale de chercher des interprètes, L' avec une majuscule interprète. Moi, depuis quelques mois, je partageais avec vous, je développe une théorie de herméneute. Vous voyez, je suis très occidentalisé. Enfin, il me disait, enfin, j'ouvre la page, je trouve le passage, je ne cherchais pas ce passage-là, hein, dans ce heure-ci. Et quelqu'un me dit, dans le livre, à moi. Ça parle à tout le monde, dans cette heure-ci, comme un téléphone. Enfin, c'est un téléphone qui sonne, qui me dit, Roland Barthes m'appelle, il dit que, Mélie, tu es devenu très occidental, c'est que tu répètes une geste très occidentale et tu cherches des interprètes, c'est-à-dire des médiums, des signes, des preuves. Tu cherches trop de preuves, hein. Et il me dit vraiment que comme une amie, je n'ai pas connu, mais j'ai le sentiment de connaître. Et il dit, et puis la phrase, il dit que le livre, le titre du livre, je rappelle, Fragment d'un discours amoureux. Et c'est vraiment fragmentaire comme ça. Passage, c'est alphabétique aussi. C'est dans quel article, peut-être que l'article comme début de livre, amoureux, l'article amoureux. Je suis tombé sur l'article amoureux et il disait qu'ils cherchent, en général, on cherche très souvent les interprètes, mais ici, il s'agit plutôt de chercher l'amoureux, avec une A majuscule cette fois-ci. Ça n'existe pas en français. Le mot interprète existe en français, mais veut dire traducteur. Mais je sais que dans ce contexte, et avec une majuscule, ça n'a rien à voir avec traducteur. Être une bonne interprète veut dire en français, actuel et courant, être traducteur. On ne dit pas traducteur dans le langage courant. Interprète, très, très raffiné, je trouve. Et dire interprète au lieu de traducteur dans le langage courant français, c'est très raffiné parce que il sait l'esprit ordinaire des hommes, il sait qu'il n'y a pas de traduction. Il n'y a que des interprétations. Et c'est une grande sagesse de langue de dire interprète. Mais, devenu une théorie, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est comme théorie de réminiscence chez Platon. J'avais lu dans ce livre-là, théorie de herméneutique. Eh bien, c'est pas moi qui ai inventé en grec, le mot herméneute. Ça n'existe pas, mais j'ai oublié. J'avais lu, il y a 10 ans, j'avais oublié, donc j'invente. Donc je n'ai pas fini. On cherche comme un geste philosophique trop les interprètes, mais ici, dans ce livre-là, dans le fragment du discours amoureux, il s'agit de trouver l'amoureux, si je me rappelle bien, avec une grande A,
il parle de quelque chose qui n'existe pas. Et lui, il invente le mot amoureux. Bien sûr que le mot amoureux existe en français. Et tu es amoureux ou non? C'est un adjectif. Mais lui, elle apostrophe avec une majuscule, amoureux, c'est-à-dire un concept philosophique. Au sens linguistique du terme, au sens d'indice, au sens preuve, au sens herméneute, encore, il fait un jeu. Il fait semblant de critiquer la recherche de l'herméneute comme une apparence savante, mais lui, il dit qu'ici, il s'agit, dans ce livre, quand même, dans notre contexte, il s'agit de trouver l'amoureux. C'est pas facile, hein? Trouver l'amoureux, c'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je te regarde, enfin, on sort ensemble, mais j'ai des doutes. Je cherche l'amoureux, avec une majuscule. Je rentre à la maison, il dit que, bon, ce soir, il n'y a pas de l'amoureux avec A. Vous voyez, je cherche des signes. C'est très délicat, n'est-ce pas? C'est grand écrivain, Roland Barthes. Voilà.